à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Le vol QZ8501 de la compagnie AirAsia a disparu des écrans dimanche 28 décembre. Depuis, des débris de l'avion ont été retrouvés en mer de Java. Les Palestiniens n'ont pas réussi à obtenir les 9 voix nécessaires au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire passer leur résolution exigeant un retrait israélien de Cisjordanie. En réaction, le président Abbas a décidé de demander l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale. Un attentat suicide visant des partisans de la milice chiite Ansarullah au Yémen a fait au moins 49 morts et 70 blessés lors d'une cérémonie religieuse dans une ville du centre du pays. La justice égyptienne a ordonné un nouveau procès pour 3 journalistes de la chaîne Al Jazeera emprisonnés depuis 1 an pour soutien présumé à la confrérie islamiste des frères musulmans. Et enfin, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, Le Monde a accueilli 2015. Fuseau horaire oblige, comme chaque année, c'est en Australie et Nouvelle-Zélande que les premiers feux d'artifice ont été tirés. Bonjour Elie Bernavi. Bonjour. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci d'être avec nous comme chaque semaine. Je le disais donc en titre, la résolution palestinienne à l'ONU n'est pas passée. Les 9 voix n'ont pas été recueillies au Conseil de sécurité de l'ONU et les États-Unis ont de toute manière opposé leur veto. Est-ce qu'on peut parler d'un succès diplomatique israélien? Ils n'ont pas opposé leur veto, ils n'ont pas eu à le faire. Ils ont voté contre, ce qui vaut avec Oui, tort. ils ont voté contre, mais ils n'ont pas eu besoin de Dans tous les cas, les 9 voix n'étaient pas là. Cette affaire était tellement, de leur point de vue, tellement mal engagée. C'est une constante, si vous voulez. Les Palestiniens ont une stratégie de lutte pour l'indépendance nationale qui est catastrophique de bout en bout. Et ce qui s'est passé à l'ONU le montre bien. Ils sont allés mal préparés. Il suffisait d'attendre quelques jours et la composition nouvelle, à partir du 1er janvier du Conseil de sécurité, leur aurait assuré la majorité, ce qui aurait obligé les Américains, effectivement, à poser leur veto, ce qui est pour eux extrêmement inconfortable. Ça aurait été la 52e fois, je pense, qu'ils auraient dû poser leur veto en faveur d'Israël pour une politique qui n'approuve pas. C'est-à-dire c'est en dépit et contrairement à leur propre position. Et donc ils n'ont pas eu le faire grâce à l'impéritie diplomatique palestinienne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la Cour pénale internationale, à d'autres agences de l'ONU, mais surtout à la CPI. Là encore, c'est une arme à double tranchant. Ça peut être très agréable pour eux, parce qu'on ne va pas impunément à cette affaire-là. Alors, ils ont des choses à se reprocher. Alors, 2 choses par rapport à cette Cour pénale internationale. D'une part, vous le dites, les Palestiniens ont des choses à se reprocher. Israël compte justement menacer les Palestiniens de poursuites pour crimes de guerre dans cette fameuse cour. Est-ce que cette adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale peut avoir des conséquences pour les 2 parties finalement? Oui et non. Enfin, ce que l'on peut imaginer, c'est une espèce de très long match nul où les 2 parties vont se tenir à la gorge sans qu'aucune n'obtienne un avantage décisif. Vous savez, quand on tire, quand on dit que lorsqu'on habite un palais de verre, il ne faut pas jeter la première pierre. Quand on tire sur des populations désarmées, quand on se livre au terrorisme, il ne faut pas se plaindre à la Cour pénale internationale. Même s'ils ont des choses à reprocher à Israël, Israël est dans une position inconfortable. Évidemment, tout ça est très agréable, mais on ne le fait que lorsqu'on est sûr d'avoir un certain avantage, et ils ne peuvent pas être sûrs. D'autant plus que ce sont des procédures très longues. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent obtenir un État palestinien, un État souverain. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur raccourci pour y parvenir. Et donc tout ça est extraordinairement mal enclenché. On n'a pas encore commencé à parler de la stratégie israélienne qui est parfaitement inexistante. Et donc on a l'impression de deux aveugles qui s'affrontent dans un tunnel. Israël a tout de même réussi à obtenir de certains pays une abstention qui a empêché donc les 9 voix nécessaires au Conseil de sécurité pour que la résolution passe. Est-ce qu'on peut parler d'un réveil de la diplomatie israélienne? C'est une victoire, ça. C'est-à-dire ce qui s'est avéré lors de ce vote, soi-disant une victoire diplomatique israélienne, c'est que 2 seuls pays ont voté contre la résolution pro-palestinienne. Les États-Unis, il fallait s'y attendre, et l'Australie, qui est leur meilleur allié
Et tous les autres, soit se sont abstenus, soit ont voté pour, notamment la France. On peut se demander... C'est une surprise, ça ? C'est une surprise parce qu'on a fini par avoir l'habitude d'une diplomatie plus maîtrisée, plus intelligente. Et là, c'est un vote un peu bizarre. Enfin, on voit pas ce que cela sert. C'est un peu, tout cela fait, c'est un peu confus. Mais enfin bon, peu importe. Du point de vue d'Israël, si vous voulez, l'affaire est claire. Il y a une espèce d'hostilité complète, même parmi ceux qui votent, qui s'abstiennent, mais même parmi ceux qui votent en faveur d'Israël, ils ne sont pas à l'aise avec la politique israélienne. Nous sommes parfaitement isolés. Et donc, que feront les États-Unis la prochaine fois? Et que se sera-t-il passé si le projet de résolution a été mieux rédigé et plus modéré? Il y aura bien un moment où les Américains seront obligés de sortir du bois. Tout cela augure mal de l'avenir des positions israéliennes, du moins si elles ne changent pas. Le problème d'Israël, ce n'est pas ce qui s'est passé à l'ONU. Le problème d'Israël, c'est qu'il n'y a aucune politique, en fait. Aucune initiative diplomatique. Nous tournons en rond, nous n'avons pas l'initiative, nous avons perdu depuis longtemps l'initiative. Alors, restez avec nous à parler justement des États-Unis, puisque vous avez parlé des Américains qui sont mal à l'aise avec Israël. On va en reparler à présent avec Tal Shalev. L'année 2015 sera surtout axée sur les présidentielles de 2016 aux États-Unis. Les candidats potentiels devraient annoncer leur candidature bientôt. Pour en parler, on rejoint donc à New York Tal Shalev, notre correspondante diplomatique. Tal, bonjour. Les choses ont été plutôt calmes aux États-Unis pendant les fêtes, mais la course devrait bientôt commencer, non ? Well, the presidential primary season will officially begin in a year from now, in January 2016. Eh bien, la saison des primaires présidentielles va officiellement commencer dans un an, en janvier 2016. Mais les choses vont commencer à bouger dans les mois à venir. Pour l'instant, tous les yeux sont tournés vers les deux favoris dans cette course à la présidentielle. Il s'agit d'Hillary Clinton et de Jeb Bush. Il y a des rumeurs que ces deux politiciens vont se présenter aux élections, mais aucun d'entre eux n'a encore annoncé sa candidature. Selon les derniers sondages, Bush et Clinton sont tous les deux largement les favoris de leurs partis respectifs. Jeb Bush a dit le mois dernier qu'il considérait sérieusement d'entrer dans la course. Depuis, on le voit reculer de ses affaires et de ses investissements chaque jour, comme s'il se préparait à se jeter dans l'eau. De son côté, Hillary Clinton aussi a fait des allusions vagues à une candidature potentielle. Donc tout le système politique ici attend de voir si ces deux candidats vont enfin prendre l'initiative, et c'est là que les choses vont commencer à bouger. Et pour cette année, quel est le programme d'Obama après le rapprochement avec Cuba et l'affaire de la Corée du Nord ? Alors, le défi numéro 1 du président Obama, et probablement le sujet diplomatique le plus intéressant de ces prochaines semaines, sera le nouveau Congrès qui doit se réunir plus tard ce mois-ci. Le président et le public américain vont attendre que le Congrès élise ses leaders, le président de la Chambre et le chef de la majorité du Sénat. Et c'est là qu'on verra s'il va s'agir d'un congrès d'opposition ou s'il y aura une coopération avec le président. Le premier test de cela sera sûrement le sujet iranien, avec cette proposition de nouvelles sanctions. Tout ça va rendre les choses bien plus difficiles pour Obama dans ses tentatives de se rapprocher de l'Iran. Mais il faut dire que beaucoup d'autres défis de 2014 vont persister en 2015. Il s'agit par exemple de la crise ukrainienne, du combat contre l'État islamique, mais aussi de l'impact international de la baisse des prix du pétrole. Et en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, vous pensez que les États-Unis vont retenter leur chance ? Pour l'instant, les Américains ont tout mis sur pause et ils veulent attendre jusqu'à après les élections israéliennes en mars, mais pas tout peut être contrôlé. On l'a vu la semaine dernière au Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire d'État américain John Kerry a mobilisé une énorme pression diplomatique pour faire rejeter cette résolution. J'ai parlé à des officiels américains qui disent que l'administration américaine sait que ce n'est pas le moment de replonger dans le conflit
conflit israélo-palestinien et que toute démarche américaine dans les prochaines semaines risque d'être perçue comme une ingérence dans la campagne présidentielle israélienne. Donc pour l'instant, ils attendent de voir pour qui les Israéliens vont voter et seulement après, Obama devra bien réfléchir s'il veut encore passer ces 2 dernières années à la Maison-Blanche à s'occuper de cette affaire compliquée. How much does Obama want to continue and deal with this headache for his last 2 years in office? Merci Tal Shalev depuis New York et bonne année. Elie, à la fin il y a du vent à New York. La tempête arrive en Israël, donc on est quitte pour nous aussi. À la fin de son second mandat, Bill Clinton a tenté par tous les moyens d'arriver à un accord avec Ehud Barak et Yasser Arafat, notamment Camp David, avec un échec, l'échec qu'on connaît, la seconde intifada. Vous imaginez Barack Obama tenter une solution similaire de dernière minute? Oui, je peux tout imaginer, mais je ne sais pas évidemment ce qui va se passer. Ce que je constate, c'est qu'il y a une espèce de retour assez spectaculaire d'Obama. C'est-à-dire qu'on le donnait pour mort, le lame duck president après les élections de mi-mandat qui ont été catastrophiques pour lui. Et on dirait que cet échec lui a fait du bien. C'est-à-dire que là, il a pris une série de mesures qui sont extrêmement spectaculaires. C'est pas seulement c'est Cuba bien sûr, mais c'est aussi l'immigration, c'est aussi une nouvelle assertivité face à la Corée du Nord. C'est une espèce d'assurance nouvelle, évidemment soutenue par le fait que la croissance américaine est revenue. Elle est revenue de manière tout à fait spectaculaire. Et donc, l'homme peut encore surprendre. Et je suppose qu'il n'a pas renoncé, ça je le dis depuis longtemps, il n'a pas renoncé à faire quelque chose au Proche-Orient. Ça fait partie de son héritage et de son legs. Et je pense qu'il va retenter quelque chose. Quoi, de quelle manière, quand, évidemment, après les élections israéliennes, impossible à dire. Merci beaucoup, Elie Barnavi, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Et on parle à présent de sport avec l'analyste sportif et lauréat de 7 Emmy Awards dans la catégorie sport télévisé, Jim Williams. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors on commence avec 2014, on a eu les JO d'hiver et le mondial de foot. Vous diriez que ces 2 événements ont été des succès? Absolument. Vous savez, il s'est passé une chose intéressante pendant les Jeux d'hiver. Souvent, la situation politique du pays qui accueille les Jeux peut prendre le dessus et affecter l'événement sportif. Certains pays n'ont pas envoyé leurs athlètes en Russie à cause de la situation politique et de la menace sécuritaire. Mais quand les Jeux ont commencé, tout s'est plutôt très bien passé. Vladimir Poutine a eu ce qu'il voulait, montrer que la Russie pouvait non seulement accueillir les JO, mais aussi assurer la sécurité des athlètes. En ce qui concerne le mondial, je pense que tout le monde a été agréablement surpris par l'efficacité du Brésil en tant que pays hôte, même si l'équipe nationale n'a pas eu de grand succès. Au-delà de cela, je pense que c'était l'une des Coupes du Monde les plus divertissantes qu'on ait vues depuis longtemps. Alors, toujours à propos de foot, est-ce que vous pensez que ce sport est plus populaire aux États-Unis aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans, par exemple? Il faut dire que cette année, l'audimat a été des plus élevés qu'on ait jamais eu aux États-Unis pour une Coupe du Monde. Les matchs ont été largement regardés aux États-Unis et pas seulement quand l'équipe américaine jouait. Je pense que les Américains aiment beaucoup le foot, mais ils ne suivent pas forcément les matchs locaux parce que ce n'est pas du très haut niveau. Mais comme les Américains suivent les championnats étrangers, ils apprécient de plus en plus ce sport. Et puis, ils ont fidèlement suivi l'équipe nationale pendant le mondial. Et tout cela, eh bien, ça a augmenté la popularité du foot ici. Et pour terminer en basket, quelles sont vos prédictions pour LeBron James et Cleveland cette année? Je pense que l'entraîneur israélien David Blatt a une équipe très talentueuse. Et si la saison s'arrêtait tout de suite, elle serait classée 4e ou 5e. Ayant observé le coach Blatt et les Cavaliers s'entraîner, je peux vous dire que c'est un travail en cours. Je pense que d'ici avril, lorsque les éliminatoires vont commencer, on verra une équipe très concentrée avec beaucoup de talent à Cleveland. Si vous êtes fan de David Blatt et des Cavaliers, je dirais qu'il faut s'armer de patience. On n'y est pas encore, mais nous avons encore presque 4 mois avant d'y penser réellement. Je pense que Chicago et Cleveland vont s'affronter au bout du compte. Et je suis sûr que l'équipe du coach Blatt sera en très bonne position. Nous l'avons vu entraîner le Maccabi Tel Aviv l'année dernière et il était très clair que l'un des plus grands talents de M. Blatt, c'est qu'il sait établir un système de jeu qui fonctionne pour ses joueurs.
Le Maccabi n'était pas la meilleure équipe qu'il ait eue entre les mains, mais cette année, on peut dire qu'avec les Cavaliers, il a la meilleure équipe qu'il n'ait jamais eue. C'est juste une question de temps et d'habitude, jusqu'à ce qu'il trouve un système de jeu qui fonctionne pour les talents de Kevin Love, de Kyrie Irving et bien sûr de LeBron James. Une fois que ce sera fait, nous aurons une superbe équipe. Pour l'instant, c'est encore un travail en cours. Merci beaucoup, Jim Williams, d'avoir été avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Et c'était le monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.